Bon, c'est bon quoi, j'avais dit que je m'excusais. Continue de m'ignorer. On va enterrer l'âge de guerre ou bien on va reprendre? D'ailleurs, les Allemands ont bien failli reprendre. Eh oui, l'armistice du 11 novembre 1918, même s'il consacrait la défaite allemande, n'en reste pas moins juste une suspension des combats. La guerre peut reprendre à tout moment si l'un ou l'autre des partis manque à ses obligations. Mais il y a aussi une chose à prendre en compte. La situation de juin 1919 n'est plus celle de novembre 1918. Les armées des Alliés et de leurs associés américains sont désormais sur le Rhin, en plus des 3 têtes de pont sur la rive droite dans le cas où, justement, il faudrait franchir le fleuve. L'Allemagne ne dispose plus de sa flotte de haute mer, a dû renoncer à ses sous-marins ainsi qu'à bon nombre de ses équipements militaires terrestres et à son aviation. Mais du côté des Alliés, les choses ont également changé. Ils sont en position de force, mais ils ne sont pas à la fête non plus. La démobilisation de leurs troupes a déjà commencé. Surtout du côté des Américains et des Britanniques, moins vite du côté des Français où la démobilisation a été suspendue en avril 1919. Les effectifs des unités de combat sont désormais incomplets, le matériel militaire s'avère défaillant alors que de l'autre côté l'armée allemande est plus forte en juin 1919 qu'en novembre 1918, du moins sur le papier. Le 16 juin, alors que le gouvernement allemand s'obstine à refuser de signer le traité de paix, le maréchal Foch est convoqué par le Conseil des Quatre, à savoir le président des États-Unis Woodrow Wilson, le président du Conseil français Georges Clemenceau, le premier ministre britannique Lloyd George et le président du Conseil italien Vittorio Orlando pour exposer ses plans d'opération militaire en Allemagne. À ce moment-là, c'est peu dire qu'il n'attendait que ça. Oui. Le maréchal Foch devait être aux anges. C'est peu de le dire. Plus d'une fois, le maréchal Ferdinand Foch a essayé d'imposer l'idée d'une frontière militaire, voire politique, sur le Rhin, pour créer un État rhénan entre la France et l'Allemagne, ou au minimum en occupant militairement la Rhénanie, mais sans donner de date de fin de cette occupation. Le maréchal s'était d'ailleurs plus d'une fois heurté à Clemenceau sur ce point. Clemenceau préférant privilégier l'unité des Alliés parce qu'il savait que les Américains et les Britanniques étaient contre une telle solution qu'il voyait comme une forme d'Alsace-Lorraine inversée et une forme d'impérialisme à la française. Foch est allé jusqu'à faire publiquement part de sa proposition dans la presse et jusqu'à la séance plénière du traité de paix de Versailles du 6 mai 1919, sans résultat, si ce n'est profondément agacé le président Wilson et le premier ministre Lloyd George. Et pourtant cette fois-ci, Foch est écouté. Il préconise une stratégie de séparation entre le nord de l'Allemagne et les États du sud de Bavière, du Wurtemberg et du Pays de Bade, pour les forcer à signer des armistices séparés. Le Conseil des Quatre ne s'oppose pas à ce plan alors que, un mois plus tôt, il était totalement hostile à une telle solution. Le détail des opérations militaires nous vient des notes du général Émile Fayolle. Plus d'une trentaine de divisions alliées seraient sollicitées, dont 2/3 fournies par l'armée française. Le reste étant des divisions britanniques, belges et américaines. Elles entreraient sur le territoire allemand non occupé par les têtes de pont de Coblence et Mayence. Les armées devaient ensuite progresser sur 5 axes différents en direction des villes de Gotha et de Weimar, cette dernière étant alors le siège de l'Assemblée parlementaire allemande. Cette stratégie permettait donc de diviser l'Allemagne en deux, séparant les États du sud de l'Allemagne d'avec la Prusse, mais aussi de menacer le pouvoir allemand lui-même. Mais il ne semble pas qu'une marche sur Berlin était prévue. Weimar se trouve à mi-chemin entre la zone occupée de Rhénanie et Berlin, et peut-être que, à la suite des armistices que Foch espérait bien imposer aux États d'Allemagne du Sud, il aurait entamé une marche sur Berlin, une fois le flanc sud sécurisé. Mais il aurait fallu aussi tenir compte d'un autre obstacle sur ce chemin, l'Elbe, un fleuve qui coupe l'Allemagne entre la nouvelle Tchécoslovaquie et la mer du Nord. De plus, est-ce que les soldats alliés n'étaient pas fatigués de la guerre ? Aurait-on assisté à des mutineries à l'image de celle de la flotte française de mer Noire d'avril 1919 ? Probablement pas. La nouvelle du refus allemand de signer la paix motivant les soldats à aller chercher la paix directement sur place, à Berlin. À condition cependant que les opérations militaires ne stagnent pas dans des opérations de maintien de l'ordre sans fin. Mais en face,
les Allemands n'allaient pas attendre tranquillement que les Alliés frappent à la porte de Berlin. Une fois connues les conditions de paix de Versailles, on s'interroge sur l'opportunité ou pas de signer. Non pas qu'une partie de la classe politique allemande approuve le traité, là-dessus ils sont tous d'accord. C'est non. En fait, c'est surtout sur l'attitude adoptée. Ont-ils réellement le choix? Le diplomate Kurt Ritzler propose par exemple de rejeter le traité mais de ne pas s'opposer militairement à l'avance des armées alliées. Il imagine les laisser occuper le pays, ayant bien compris qu'ils veulent diviser l'Allemagne entre les États du Nord et du Sud. Cette occupation leur attirerait fatalement l'hostilité des populations qui, une fois les Alliés repartis, se rallieraient à nouveau dans une unité allemande renouvelée. L'armée allemande est elle aussi divisée sur la question de l'attitude à adopter, entre résignation et résistance. À part le chef des armées Paul von Hindenburg, qui reste en arrière-plan, le général Wilhelm Gröner, quartier-maître général de l'armée allemande, a étudié l'idée d'une possible résistance et en a tiré les conclusions suivantes. Si la résistance est possible à l'Est face aux troupes d'une Pologne récemment indépendante, la résistance face à une avance alliée à l'Ouest ne pourra être que symbolique. Après avoir procédé à une enquête, il vient également à la conclusion que la population civile ne soutiendra pas une reprise des hostilités. Pire encore, des émeutes et une reprise du mouvement révolutionnaire seraient même à envisager. Il n'y a qu'à l'est de l'Allemagne que la population se montrerait conciliante. Cette idée de séparation entre l'est et l'ouest de l'Allemagne est reprise par le colonel Walter Reinhardt, alors ministre de la guerre de Prusse, dans l'optique d'une préservation d'un noyau dur allemand, un État séparé, replié sur la rive droite de l'Elbe, préservant le cœur de la Prusse qui échapperait aux exigences alliées. Le général Gröner rapporte que le colonel Reinhardt avait déjà exposé l'idée d'un renoncement temporaire à l'unité allemande par la résistance à partir d'un État indépendant de l'Est lors d'une réunion le 15 mai 1919. Cette idée n'est pas portée par le seul colonel Reinhardt. Elle était soutenue par des militaires et des nationalistes de Prusse orientale et occidentale dès la fin 1918. Adolf von Batocki, Oberpräsident de Prusse orientale, August Winnig, Reichskommissar pour la Prusse orientale et occidentale, qui verrait non seulement l'indépendance d'un État allemand de l'Est, mais y rattachait également la Lettonie et la Lituanie. Il y a aussi le conseiller Kleinov, journaliste et directeur en chef des Deutsche Nachrichten, et le Major von Willissen, chef d'état-major de la Grenzschutz Ost, force de protection des frontières de l'Est. L'initiative suit son chemin, multipliant les réunions sous l'œil indifférent puis inquiet du gouvernement central qui n'ignore rien de cette initiative sécessionniste qu'il finit par désavouer le 14 juin 1919. En plus, les idées d'un État de l'Est allemand restent floues. Chacun y a son idée sur le projet. Résultat, les différentes réunions sur le projet ne donnent rien de concret. De plus, le projet ne peut voir le jour sans le soutien des militaires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'idée, elle est restée. Lors du grand conseil de guerre du 19 juin 1919, le général Gröner resta pessimiste sur une issue favorable à l'Allemagne en cas d'affrontement. Lui et le ministre de la Défense du Reich, Gustav Noske, doivent alors faire face au colonel Reinhardt et au président de la sécession, une grande majorité étant partisans d'une résistance à l'est de l'Elbe. Il faudra tout le poids du général Gröner, mettant en balance l'unité de l'Allemagne et l'appel à la raison du ministre Noske pour que le projet soit abandonné. D'autant plus qu'il fut porté à connaissance dans la même journée qu'une adhésion de la population est-allemande à une sécession était exclue. La lassitude a gagné les populations de Poznanie et de Silésie, le conseil ouvrier de Danzig menaçant même de s'opposer à la sécession par la force et la bourgeoisie allemande souhaitant la fin des hostilités. Et pourtant, le 23 juin, une hésitation du ministre Noske, mis sous pression des généraux Marcher et von Luttwitz, relance une dernière fois l'idée de sécession de l'Est de l'Allemagne. Encore une fois, alors que le maréchal Paul von Hindenburg refusa de se mouiller, malgré les appels du président du Reich Friedrich Ebert, c'est le général Gröner qui doit assumer la décision de résister ou non à une invasion des alliés occidentaux. Il confirme, encore une fois, qu'effectivement l'issue d'une reprise des combats ne sera pas favorable à l'Allemagne. Cette confirmation faite, le président Ebert télégraphie que l'Assemblée nationale allemande a accepté les conditions du traité de paix. En conclusion, on se rend compte qu'en juin, non seulement les armées alliées étaient passées à ça d'envahir l'Allemagne, mais cette invasion aurait probablement signifié la fin d'une unité allemande âgée de même pas 50 ans. La Rhénanie aurait probablement été un protectorat français, les États du Sud auraient retrouvé leur indépendance, et un État constitué à l'est de l'Elbe aurait tenté de résister à l'avance alliée. Quel avenir aurait suivi ces États ?
Bonne question. Est-ce que la séparation de la Rhénanie aurait été définitive? Est-ce que les États du Sud de l'Allemagne seraient restés indépendants? Aurait-il rejoint une union d'Allemagne du Sud avec l'Autriche? Ou une nouvelle union avec les États allemands du Nord? Et cet État de l'Est de l'Allemagne, aurait-il longtemps résisté à l'avance alliée? Aurait-il été viable? Personne ne sait. L'unité allemande aurait disparu pour un certain temps, mais combien de temps? Les armées alliées auraient-elles fini effectivement par se lasser si la campagne d'invasion s'était enlisée? Si elle s'était heurtée à l'hostilité des civils, c'était possible. Mais du côté des civils allemands, qui étaient plus dans la résignation et l'envie d'en finir avec la guerre, il n'était pas certain qu'on ait pu assister à des opérations de résistance passive comme dans la Ruhr en 1923. Et du côté des Alliés, aurait-on réellement accepté une fin d'unité allemande? Après tout, les Américains et les Britanniques étaient plus que réticents à cette idée, tout au contraire du maréchal Foch et même de Clémenceau, qui, ce dernier, s'il privilégiait l'unité avec les Alliés, n'allait pas laisser passer une telle occasion d'affaiblir considérablement l'Allemagne, et même si l'idée vient des Allemands eux-mêmes. Mais en juin 1919, l'Assemblée allemande réunie à Weimar a fait malgré tout le choix d'accepter les termes du traité de Versailles, sauvegardant l'unité allemande et écartant ainsi la menace d'une invasion alliée. Merci à vous tous de m'avoir suivi durant toute cette série sur les traités de paix et la fin de la guerre 14-18. Si ce que vous avez vu vous plaît, n'hésitez pas, le pouce, l'abonnement, la notification, le partage et un petit commentaire si ça vous dit. En attendant, moi je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode qui viendra. Allez, à la prochaine fois pour une nouvelle histoire de l'histoire des années folles.